Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau forum consacré ce matin à l'actualité du statut de l'élu local. On connaît tous ces thématiques, concilier l'activité professionnelle avec l'exercice d'un mandat, les temps d'absence, les crédits d'heure, les indemnités de fonction sont-elles ou non insuffisantes, le caractère chronophage du mandat, le droit à la formation des élus, la protection sociale ou encore la retraite. On le sait, les conditions d'exercice du mandat local ont fait l'objet d'un texte au début des années 90, en 92 pour être précis, et ce dispositif a été petit à petit amélioré, peaufiné, pourrait-on dire, au cours des années. Au moment où on parle, nous sommes dans le cadre d'une discussion d'une proposition de loi portant création d'un statut de l'élu, preuve qu'effectivement la thématique reste d'actualité. Et l'idée était ce matin de faire le point sur l'état des lieux, côté gouvernemental, côté parlementaire, et d'échanger avec vous au travers de quelques temps de questions-réponses. Ce forum aujourd'hui alors est coprésidé par Catherine Héritier, maire de Valloires-sur-Cisse, présidente de l'Association des maires du Loir-et-Cher. Madame l'Héritier, soyez la bienvenue. Juste à ses côtés, Bertrand Hochecorne, maire de Marot-Aupré, secrétaire général adjoint de l'Association des maires de France. Et côté tribune également, donc du côté du Parlement, Stéphane Delautrette, président de la délégation aux collectivités territoriales et de la décentralisation de l'Assemblée nationale, député de Haute-Vienne, co-rapporteur de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local à l'Assemblée nationale. Didier Legac, député du Finistère pour sa part, co-rapporteur de la proposition de loi portant création d'un statut de local, toujours à l'Assemblée nationale. Et côté Sénat, Éric Kerrouche, qui est vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, à la décentralisation, et qui est donc sénateur des Landes. Soyez le bienvenu, monsieur le sénateur. Nous avons également Bernard Delcros, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, sénateur du Cantal pour sa part, et Nadine Bellureau, sénatrice de l'Indre. Soyez la bienvenue, madame la sénatrice, et madame la ministre, Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Soyez également la bienvenue. Et nous aurons une intervention tout à l'heure de M. Bordignon, directeur du groupement d'intérêt public Info Retraite. On en parlera dans un instant. Premier élément, déroulé sur la traduction concrète des mesures prévues par le texte. Et déjà, il s'agirait aujourd'hui de savoir quel est le constat de l'Association des maires de France sur les conditions actuelles d'exercice du mandat. Sont-elles suffisantes ou non? L'AMF a-t-elle été suffisamment entendue dans le cadre des débats parlementaires qu'on vient d'évoquer au sujet de cette proposition de loi? État des lieux, des choix, des regrets. Quelle a été l'action de l'AMF sur ces différents sujets? Catherine Lhéritier, peut-être, en tant que co-rapporteur sur ces questions. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, moi je voulais apporter un petit peu le témoignage de la coprésidente du groupe de travail sur les conditions d'exercice des mandats, groupe de travail que je copréside avec Frédéric Roig. Vous dire peut-être un peu en introduction que c'est un travail de plusieurs années qui nous a conduit à faire les 78 propositions que l'AMF a déposées en novembre 2023. Et peut-être redire aussi que les propositions que nous avons faites, ce n'était pas dans le but, mais les élus ici présents n'en douteront pas, n'étaient bien évidemment pas dans le but de rechercher des privilèges, mais bien de faciliter l'exercice des mandats locaux et, ce faisant, favoriser la diversité des hommes et des femmes susceptibles de s'engager dans la vie publique. On le sait tous, sur nos territoires, l'exercice est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus exigeant. Il engage de plus en plus la responsabilité du maire et de ses adjoints. C'est un exercice très, très honorable qui nous satisfait, et on le verra avec la récente étude qui vient d'être publiée. Ce qui conduit les maires, c'est pas leur statut, ce qui les conduit à s'engager, c'est bien autre chose évidemment. Simplement, c'est important de pouvoir faciliter, fluidifier l'exercice des mandats. Alors, ce que je voulais aussi en introduction, c'était, à l'occasion de ce forum, saluer
l'attention portée à ce sujet par les parlementaires qui nous ont auditionnés. On a toujours été religieusement écoutés. C'était important pour nous tous de pouvoir traduire ce travail qui avait été fait. Merci à ceux qui ont travaillé sur les propositions de loi. Et puis, saluer aussi cet esprit de dialogue qui a vraiment dominé ces échanges. Et c'était tout à fait important pour nous. Alors, même si tout a été riche et positif sur la préparation du texte, même si ce texte constitue des avancées tangibles, et malgré aussi ses imperfections, il laisse quand même des questions en suspens. Et je souhaite vivement que ces questions ne soient pas oubliées. Je serais tentée de dire, prenons ce qui est positif, faisons avancer les choses, mais gardons en mémoire qu'un certain nombre de sujets ne seront pas résolus par ce projet de loi. Je voulais prendre peut-être quelques exemples pour illustrer et puis peut-être lancer après les échanges. Nous avions demandé dans les propositions que pour supporter les dépenses d'exercice des mandats, les communes reçoivent une dotation spécifique. Alors, on a été partiellement entendu puisque effectivement le texte prévoit une dotation pour les communes de moins de 3 500 habitants, alors qu'avant, il était limité aux communes de moins de 1 000 habitants. Donc, c'est une avancée. Après, je pense qu'il faudra... j'espère que ces avancées ouvriront des portes pour l'avenir. On avait aussi un sujet qui nous préoccupait parce qu'il complique la vie des élus. C'était de rendre indépendant le régime de retraite obligatoire, puisque le régime de retraite obligatoire rentre en conflit avec le fait que lorsque nous sommes élus, nous continuons à cotiser. Et autant nous avons résolu la question pour les agriculteurs, autant, notamment pour les avocats, ce n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'un avocat, il va falloir qu'il choisisse entre liquider sa retraite ou être maire. Voilà. Donc, il faut... à mon sens, c'est quelque chose qui restera sur l'ouvrage, qu'il faut arriver à faire progresser pour que les élus puissent librement, les hommes et les femmes puissent librement s'engager dans les mandats. Nous avions aussi sollicité une bonification de la retraite personnelle tenant compte des engagements de tous les élus dans leur mandat. Alors, on a été partiellement entendu puisque le texte retient une bonification un petit peu moins importante que celle que nous avions espérée, mais là aussi, la porte est ouverte et c'est important. Et puis, nous avions fait une demande sur l'augmentation du montant de l'indemnité de fonction des élus. Alors, pour revenir aux propos que j'avais évoqués là au tout début de mon intervention, personne ne demande des privilèges et il n'y a personne qui se fait élire pour une indemnité. Voilà. Simplement, moi, quand je visite en tant que président de l'association des maires, des collègues sur les territoires ruraux, je rencontre un maire qui est agriculteur, par exemple, et qui exploite seul. Donc, il m'explique que pour pouvoir assumer son mandat, lui, il a été obligé de recruter une personne pour subvenir aux besoins de son exploitation. Alors, faites le calcul entre un salaire et l'indemnité que perçoit un maire d'une commune de moins de 500 habitants, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était de faciliter l'exercice des mandats et pas de tirer des privilèges dans cet exercice. Donc, là aussi, nous avons été partiellement entendus, puisque le texte prévoit une augmentation des indemnités, alors certainement pas dans la proportion de celle qui avait été proposée à l'issue du groupe de travail. Et puis, il y avait quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, quand je disais on souhaitait diversifier le profil des hommes et des femmes qui s'engagent. Et nous avions une grande difficulté, je pense que les collègues qui sont ici présents le savent, à mobiliser les étudiants pour s'engager dans les mandats. Et n'oublions pas que les étudiants, ce sont nos élus de demain. Et il faut aussi faire en sorte que cette jeunesse puisse s'engager dans l'action publique. Et là, nous avons été pleinement entendus pour faciliter l'exercice des mandats par les étudiants, tant en termes d'autorisation d'absence que de prise en charge des frais de déplacement. Et là, merci aux parlementaires d'avoir bien pris en compte cette demande. Et puis, il y avait une autre demande parce que nous voyons bien, et nous le savons tous,
nous qui avons des adjoints ou des conseillers qui conservent une activité professionnelle, et c'est bien que dans des conseils municipaux soient présents des gens qui sont toujours en activité professionnelle, le fait que la perte de salaire liée aux absences demandées pour exercer le mandat ait été doublée dans le cadre du texte. Je pense que c'est une avancée là aussi. C'est un signe aussi donné à nos collègues qui ont une activité professionnelle. Je serais tentée de dire que c'est aussi un signe donné aux employeurs, parce que je trouve que... alors, comment je vais le dire? Moi, je vais le dire comme je le pense. On a beaucoup d'employeurs qui sont fiers d'avoir des sapeurs-pompiers dans leurs salariés. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils soient fiers d'avoir des élus aussi dans leurs équipes, parce que c'est aussi porter les espoirs de notre population, c'est aussi s'intéresser à la chose publique, et je crois que c'est important aussi pour les entreprises. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce que m'inspire ce texte. Il nous faudra rester certainement, comment dirais-je, actifs pour que toutes ces portes qui ont été ouvertes par le texte non seulement restent ouvertes, et je crois qu'il y a une réflexion sur le cumul emploi-retraite. Là, aujourd'hui, il faudra qu'on reste vigilant pour que ça ne détricote pas ce qui a été tricoté par ce texte, mais aussi rester proactif pour continuer à faire évoluer ce statut de l'élu. Je crois que c'est un scoop pour personne. C'est comment je vais dire, les fonctions d'élu ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie, tant en termes d'exposition à certains risques d'ailleurs, y compris les agressions, tant en termes de responsabilité. On voit de quelle façon sont mises en œuvre les responsabilités des élus. Et je crois qu'il est important qu'une grande partie de notre population continue à s'engager au bénéfice de la chose publique. C'est fondamental pour notre République. Merci Madame l'héritier. Les fonctions des élus et des maires en particulier ont beaucoup évolué, disiez-vous, effectivement. On entend des questions en suspens, on a entendu les demandes, l'impératif de conciliation entre une activité professionnelle et l'exercice d'un mandat local. Vous évoquiez les agriculteurs, effectivement, mais le statut de l'élu, quand on a un employeur public ou privé, c'est relativement plus simple que lorsqu'on est effectivement indépendant ou libéral. On n'a pas de supérieur hiérarchique. Madame la ministre, nous avons le plaisir de vous accueillir sur ces thématiques. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous indiquer les grandes pistes? On s'était vu l'an dernier sur ces questions. L'état des réflexions du gouvernement aujourd'hui sur le sujet. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous saluer. Vous êtes très nombreux, cela montre l'intérêt et la nécessité d'avancer sur ce sujet. Et je veux saluer les parlementaires qui sont là. Moi, j'ai démarré sur ce texte comme parlementaire. Je rappelle qu'il y a 2 ans, ici, le président du Sénat a annoncé que la délégation aux collectivités du Sénat que je présidais, avant qu'elle soit présidée par mon éminent ex-collègue Bernard Delcros, travaillait sur le sujet. Et j'ai toujours porté la conviction renforcée à partir de 2020 que la promesse républicaine qui avait été faite à l'époque par les révolutionnaires qui ont créé la commune, qui consiste à dire que la commune est un espace de vie du quotidien où les citoyens qui l'habitent sont assez grands pour gérer leurs affaires. Et que pour gérer ces affaires, ils vont élire un citoyen parmi d'autres. Et donc les maires sont avant tout des citoyens engagés. Et qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à compter sur l'engagement si précieux, si entier des élus locaux qui ont à conjuguer leur vie personnelle, leur vie professionnelle avec un mandat de maire, quand tout est devenu très compliqué, quand la société a bougé comme elle a bougé. Je vous rappelle qu'en 2019, c'est la première fois où nous avons eu l'horreur devant nous tous. C'est le décès du maire de Signes en 2019, dans l'exercice de son mandat à l'occasion d'un dépôt de déchets sauvages. Et c'est là, en 2019, que dans le texte Engagement et proximité, dont j'étais rapporteur au Sénat, nous avons inclus la protection fonctionnelle.
Et donc, il nous faut aujourd'hui tenir cette promesse républicaine qui consiste à dire que n'importe quel citoyen doit pouvoir s'engager s'il a envie, doit pouvoir être élu. On a parlé des étudiants, c'était compliqué, voilà, les choses vont être possibles. On a parlé des congés maladie, des congés maternité, on a parlé des retraités, on a parlé aussi des uns et des autres, et vous êtes nombreux à avoir une activité professionnelle que vous devez mettre un peu au ralenti. Et qu'un jour de mars, tous les 6 ans, soit vous décidez de mettre fin à votre mandat, soit, et c'est plus désagréable, sont vos électeurs qui vous disent que vous ne reviendrez pas à la mairie le lundi. Mais comment on fait ? Comment on sécurise celui qui a donné de son temps, de son argent, il faut le dire parce qu'il en a perdu. Il faut sécuriser, permettre qu'on ait le temps de retrouver un mandat par une sorte d'indemnité que tout le monde a aujourd'hui, les parlementaires ou les salariés, et puis la valorisation des acquis. Donc c'est une promesse républicaine que nous devons tenir. Et ce texte, alors, il règle jamais tout, mais hier, moi j'étais à une soirée qui s'appelle la Fédération des trucs qui marchent. Et je pense que quand on est maire, on ne fait que des trucs qui marchent, parce que vous êtes obligé d'avoir des résultats. Donc moi, je veux qu'on regarde ce que signifie ce statut de l'élu dont les parlementaires vont parler. Ça veut dire qu'enfin, la nation française, la République, elle reconnaît que celui qui s'engage, qu'est un citoyen comme les autres, il a de la valeur parce que c'est lui qui porte les services aux habitants, c'est lui qui représente la démocratie. Et tout le monde peut le faire, y compris celui qui va vous dire que ce texte est un texte de privilège, ce qui est faux. Les gens n'ont qu'à s'engager, ils vont voir ce que c'est. Et donc, comme l'a dit Catherine, ça veut dire que dans notre pays, on a une vénération pour les sapeurs-pompiers volontaires et on a raison. Eh bien, moi, je souhaite que dans notre pays, qui est une république démocratique, disons-le, on ait du respect et de la gratitude pour le maire. Le maire, c'est celui qui rend possible les choses pour chacun de nous. Et il faut, dans cette société tourmentée, où on ne respecte plus les maires comme on les respectait, il faut qu'on affirme que ces maires, ces élus, ils ne sont pas au-dessus des lois. On n'est pas en train de leur faire des privilèges. On permet qu'ils s'engagent pour permettre que dans nos communes, au plus près de chacun, il y ait cette égalité de droits, cette égalité de services qui fait notre force. Et nous savons, et je terminerai par là, que quand il y a des tempêtes, on l'a vu pendant la Covid, on le voit pendant les inondations, et même quand tout va bien, qui est sur le front, matin, midi et soir, le 1er janvier comme le 31 décembre, c'est le maire. Et c'est vous qui tenez, je vous le dis avec conviction, c'est vous qui tenez la République et la démocratie, et c'est le mandat, je crois, le plus beau. Moi, j'étais maire pendant 17 ans, je pense que c'est quelque chose où on s'accomplit. Et donc, le gouvernement, vous le savez, soutient avec conviction, force et endurance le statut de l'élu, et je salue le travail. Alors, on dit que les politiques, en ce moment, ils sont un peu nerveux, ou fantaisie, je vais être aimable. Je veux dire aussi que moi, je me réjouis que nous soyons capables, sénateurs, députés et gouvernement, de travailler ensemble pour tenir la promesse qu'on vous doit, c'est celle d'un statut qui vous permet en sécurité de vous engager. Et jeudi, le Premier ministre aura sans doute l'occasion de l'évoquer davantage. Nous porterons aussi la simplification, donner de la liberté d'agir. Et je crois que ça, c'est très attendu. Je ne veux pas être plus longue. Merci, Madame la Ministre. Simplification, le plus beau des mandats, ces mots ont une résonance particulière. Peut-être, avant d'attaquer le détail des travaux et propositions du Parlement, une ou deux questions ou réactions de la salle, rapides, synthétiques. Monsieur ? Oui ? Un micro va vous parvenir, pardon. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers élus, il y a 1 an de cela, Madame la Ministre, je suis venu ici, j'ai intervenu sur une problématique qui était d'exercer son mandat d'élu pendant son arrêt de maladie, malgré l'autorisation formelle du praticien. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que depuis 2019, la loi Engagement et Proximité permet aux élus d'exercer leur mandat en arrêt de maladie sous accord formel du praticien
Ça figure sur l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale. Cependant, jusqu'à 2024, il y a eu un grand vide administratif. Pas de mention ou de rubrique spécifique sur le CERFA. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots simplement ce qui n'a pas été fait au début? Excusez-moi, tout à fait. Monsieur Guilbert, maire adjoint en charge des sports sur la ville de Villeparisis en Seine-et-Marne. Excusez-moi. Merci. Autant pour moi. Grâce au travail de l'AMF et des parlementaires, on a pu, depuis février 2024, un nouveau CERFA avec la case élu local sur le CERFA 170-07. Et donc, ça va un peu nous soulager. Cependant, entre 2019 et 2024, il y a certains élus, dont j'en fais partie, qui sont pénalisés par l'employeur et surtout par la sécurité sociale. Moi, je n'ai pas peur de le dire, mon employeur, c'est la RATP qui me casse les pieds et c'est la CCS et RATP qui me prend la tête. À ce jour, je dois 45 000 € auprès de mon employeur. J'ai été tout simplement au RSA, j'ai eu une maladie pendant 3 ans en arrêt. Et là, je suis même actuellement, on me saisit sur mon salaire. Et j'attends tout simplement, le 3 juin prochain, je dois passer au tribunal. Mais je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de celles et ceux qui sont dans la difficulté et on est plusieurs. La question rapidement peut-être? Eh bien, la question, elle est simple. C'est qu'il y a un an, Madame la ministre, vous étiez engagée à reprendre contact avec nous. J'ai dans ma poche la carte de votre collaborateur. Et malheureusement, en un an, nous n'avons eu aucun contact. Nous n'avons eu aucun retour, sauf si un retour, on a donné le dossier au ministre de la Santé, enfin au ministère de la Santé, et nous n'avons rien eu du tout. Et à ce jour où certains élus vont reconduire sur une liste municipale, eh ben, j'en suis pas sûr. Parce que vu les problématiques que nous encourons, je suis désolé, ça décourage totalement. Et nous n'avons aucun soutien des ministères et des élus qui sont dans les hautes sphères. Donc je suis un peu déçu. Et j'espère qu'aujourd'hui, que l'entente des élus qui sont concernés, on prendra contact avec nous. Et que j'espère ne pas revenir l'année prochaine et qu'il y aura une situation possible. Parce que nous sommes dans l'impasse et on est délaissés. Je suis désolé, mais j'étais obligé d'intervenir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, exercice d'amende locale, les maladies. Souhaitez-vous répondre, Madame la ministre? Je vais faire une réponse rapide. Je me lève parce que vous êtes vraiment extrêmement nombreux. Alors, ce qui fut dit fut fait, monsieur, puisque l'affaire est réglée, si je puis dire, mais cette affaire ne peut se régler qu'au travers de la loi. Et donc, je remercie et les sénateurs et les députés qui ont réglé ce problème, puisque dans la loi, tout est prévu et tout est clair. Après, naturellement, c'est comme dans la vraie vie, il y a parfois des conflits entre les employeurs et les salariés. Voilà, ça, c'est une chose qui existe. Mais la loi clarifie définitivement et clairement la question que vous avez portée, monsieur. Merci, Madame la ministre. Autre question, intervention. On attaque tout de suite dans le dur, voir ce qui se passe du côté du Parlement, peut-être. Alors, séquence consacrée effectivement maintenant aux travaux et propositions du Parlement. Où en sommes-nous concrètement aujourd'hui? On va le faire en 2 temps. On va faire du côté de l'Assemblée nationale pour commencer et du Sénat ensuite. J'ai envie d'interroger pour commencer peut-être Stéphane Delautrette. Pour l'instant, où sont les avancées du côté de l'Assemblée nationale? On a évoqué quelques sujets. Prenez place. On a évoqué quelques sujets. Je vais me lever, comme ça je vous vois tous. C'est quand même plus facile. Madame la ministre, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, peut-être avant de répondre à votre question, vous dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche de l'adoption d'un texte sur le statut de l'élu. Et moi, je me souviens, il y a 2 ans déjà, à la même heure à peu près, et probablement avec un certain nombre d'entre vous, nous évoquions ce sujet du statut de l'élu. C'était même d'ailleurs le thème donné au congrès des maires. Et il y a 1 an, nous nous retrouvions aussi dans cette même configuration, appelant de nos voeux à l'adoption d'un texte. Alors pour répondre de manière très précise de là où nous en sommes, eh bien nous en sommes aujourd'hui à ce qu'on appelle la 2e lecture du texte à l'Assemblée nationale, à savoir qu'une première version avait été adoptée au Sénat, qui a été retravaillée à l'Assemblée, fait l'objet d'un vote
tout comme au Sénat, à l'unanimité, revenu au Sénat qui en a fait une deuxième lecture et qui y a apporté des modifications sur ce qu'était le texte de l'Assemblée. Et enfin, là, on vient d'avoir la navette, ce qu'on appelle la navette parlementaire, et nous avons fait la deuxième lecture du texte en commission des lois, pas plus tard que la semaine dernière, où nous avons eu un vote conforme à ce que les sénateurs avaient retravaillé. Et nous attendons maintenant l'examen en séance publique qui probablement aura lieu avant la fin de la session, donc tout début décembre. Et si une fenêtre de tir, nous avons l'engagement du ministre en charge des relations au Parlement, une fenêtre de tir d'ici la fin du mois de novembre, dès que l'examen est possible définitivement à l'Assemblée, ce sera chose faite. Alors, c'est quand même la consécration d'un long travail que nous avons fait avec les associations d'élus et tout particulièrement l'AMF, les deux délégations des assemblées. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un point d'atterrissage alors qu'il répond quand même à beaucoup de choses. Et s'il y a une chose sur laquelle moi je souhaite insister, c'est que nous avons réellement, au travers de cette proposition de loi, créé un statut de l'élu dans le Code général des collectivités. Je crois qu'on ne le dit pas suffisamment parce qu'il nous fallait quand même arriver à l'inscrire et à le créer d'un point de vue législatif pour protéger nos élus dans l'exercice de leur mandat. Et ce statut, il s'accompagne d'un certain nombre de droits. Et ce qui est important, à quelques mois des municipales, ce que permet ce texte, c'est avant tout de s'intéresser à tous les citoyens qui voudraient s'engager dans la vie locale. L'objectif premier du texte, c'est recréer de l'attractivité sur le mandat local en levant les freins à l'exercice du mandat. Lever les freins, c'est quoi? C'est permettre aux étudiants de pouvoir s'engager tout en poursuivant leurs études. C'est pour les personnes en situation d'activité professionnelle, pouvoir conjuguer activité professionnelle et engagement électif. Ces personnes en situation de handicap, pouvoir exercer un mandat électif. C'est pour les parents, et c'est pour ça que je parle de parentalité, pour ne pas focaliser que sur la problématique des femmes, mais pour la parentalité, permettre à des jeunes parents de pouvoir s'engager dans la vie locale, avec cette idée qui est que nos conseils municipaux doivent être représentatifs de ce que sont les populations sur nos territoires. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à avoir des conseils municipaux qui ressemblent à la population de nos communes. Alors évidemment, ce n'est pas aussi que se focaliser sur permettre aux gens de s'engager. Ensuite, une fois qu'ils se sont engagés, qu'ils sont élus, il faut qu'ils puissent exercer le mandat. Donc il y a toute une partie du texte, je ne rentrerai pas dans toutes les mesures parce que les collègues y reviendront probablement, mais un certain nombre de mesures qui vont s'intéresser à l'exercice du mandat en tant que tel. Et il y a des sujets, et mon collègue Didier Legac ne manquera pas d'y revenir, sur la question du conflit d'intérêts public-public, qui a été un sujet et dont les élus nous avaient fait remonter les difficultés, qui a été au cœur de la PPL. Et puis il y a enfin la fin du mandat, c'est-à-dire que, alors choisi ou pas choisi, vous savez ce qu'est le principe de la démocratie, mais il nous fallait prévoir et faciliter, parce que c'est une question qu'on nous pose avant de s'engager, à dire mais moi je veux bien m'engager, je veux bien réduire mon temps de travail, mais si d'aventure je ne suis pas réélu ou que je décide d'arrêter, comment je fais pour retrouver une activité professionnelle? Donc il y a trois choses extrêmement importantes. La reconnaissance de l'expérience acquise pendant le mandat, parce que être élu, je ne vous apprends rien, j'ai été maire pendant 15 ans, président d'Interco sur la même durée, c'est de l'expérience acquise, c'est gérer une petite entreprise. Moi, j'ose le dire, à une collectivité, on gère une collectivité comme on gère une entreprise, eh bien, c'est de l'expérience qui peut être mise à profit lorsqu'on cherche éventuellement à retrouver un emploi. C'est la question de la retraite, ça a été évoqué. Et il y a un sujet sur lequel, qui me semble extrêmement important et sur lequel il faudra probablement que l'on revienne, c'est la question de la formation. Je pense que sur le sujet de la formation, si le texte prévoit un certain nombre de dispositions, le constat que je fais, moi, c'est que je pense que les élus expriment un besoin de formation, ils n'y recourent pas suffisamment. Ça veut dire qu'il y a un sujet sur lequel il faut que l'on travaille. C'est un sujet que l'on reprendra à la délégation aux collectivités, à l'Assemblée, pour lever les freins justement à la question de la formation. Et où vous avez raison, et je vais conclure parce qu'un certain nombre de collègues veulent aussi intervenir, c'est que maintenant, on met une pièce essentielle du puzzle, mais nous n'avons pas réglé tous les sujets
qui préoccupent les élus et qui faciliteraient l'exercice du mandat. Alors, nous sommes en plein débat budgétaire. Donc, évidemment, une des autres préoccupations des élus, c'est la question du budget. Et vous avez raison d'aborder la question de la DPEL. Maintenant, le texte va être voté à l'Assemblée. Il faut que le PLF intègre une augmentation de l'enveloppe de la DPEL à la hauteur de l'engagement pris dans la proposition de loi. Et enfin, pour finir, parce que je me souviens très bien, monsieur, l'an dernier, et il y a 2 ans, vous aviez soulevé la question arrêt maladie et exercice du mandat. Je vous assure que ça a été entendu et que dans le texte, ça ne va pas régler le passif, mais en tout cas, pour l'avenir, ce sujet est effectivement réglé. Voilà, merci. Merci, monsieur Delautrette. Vous avez évoqué monsieur Legac, député effectivement du Finistère, au travers notamment de la question des conflits d'intérêts. Monsieur le député, madame la ministre, peut-être un dernier mot? Vous devez nous quitter, je suis désolée, mais je dois vous quitter. J'ai toute confiance dans ce qu'ils vont vous dire. Ils ont fait du très bon travail et je veux vraiment tous les remercier. Et je vous exprime ma très sincère gratitude et comptez sur notre vigilance et notre endurance pour que, comme disait un excellent auteur que je ne cesse de citer, il est temps de conclure sur le statut de l'élu. Merci à tous. Merci, madame la ministre. Didier Legac, je vous laisse la parole. Où en sommes-nous du côté de l'Assemblée, toujours? Merci, monsieur. Bonjour à tous. Chers collègues, puisque moi-même j'ai été maire aussi pendant presque 20 ans dans une commune de 2000 habitants environ avant d'être député depuis 2017. Donc effectivement, parmi les nombreuses mesures qui sont inscrites dans cette proposition de loi, a priori la date, chers collègues, c'est le 8 et 9 décembre. Nous aurons la confirmation dans la journée, dans notre fameuse feuille verte, mais nous allons normalement mettre définitivement un terme au processus législatif de cette proposition de loi qui émane du Sénat le 8 et 9 décembre, où elle sera votée définitivement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc encore une fois, elle comporte, cette proposition de loi, toute une série de mesures très concrètes. Nous avons voulu, avec les collègues parlementaires et du Sénat et de l'Assemblée, être dans des dispositions très concrètes qui concernent véritablement le quotidien de l'élu. Nous n'allons pas le détailler ici. En parlant des indemnités journalières, notamment, c'est l'article 17 de la proposition de loi. Vous évoquiez votre cas personnel. Souvenez-vous de la situation particulière de la maire de Poitiers. Maire de Poitiers qui était enceinte et élue, qui attendait un bébé et maire de sa commune et qui ne pouvait pas cumuler les indemnités journalières et ses indemnités de fonction. Et bien cette question-là également, elle est réglée dans la proposition de loi. Alors moi, je me suis effectivement attaché plus particulièrement à l'article 18 et 18 bis de la proposition de loi, c'est-à-dire la question du conflit d'intérêts public-public. Et nous avons véritablement, après un travail avec les associations d'élus notamment, vraiment que je salue, puisque nous avons fait de nombreux allers-retours avec l'AMF, avec l'association France Urbaine, avec la MRF, avec l'association des petites villes de France, toutes ces associations d'élus, eh bien, nous avons travaillé avec eux et nous avons coécrit véritablement cet article. La notion de conflit d'intérêt public est une notion qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Elle est franco-française. C'est absolument kafkaïen. Bien évidemment, je le redis ici, je le dis très solennellement, dans cette proposition de loi, nous n'avons pas touché à la question du conflit d'intérêt public-privé, qui est répréhensible et qui doit être sanctionné à la hauteur de cette, de cette interdiction, la possibilité, c'est-à-dire d'un conflit d'intérêt public-public, c'est-à-dire un maire, un élu municipal qui profite de sa situation d'élu, qui profite de son mandat ou de sa position pour s'octroyer un avantage, qu'il soit financier ou autre, bien évidemment, c'est interdit. Et encore une fois, ça doit être répréhensible. Non, ici, on parle du conflit d'intérêt public-public, c'est-à-dire le comble, un élu, un maire, un adjoint au maire qui a été désigné par sa collectivité pour siéger dans un autre établissement public, un autre organisme, eh bien, il se trouvait mis en difficulté, il se trouvait avec une épée de Damoclès, un risque pénal au-dessus de sa tête, parce que simplement il avait pris part à une délibération, alors même qu'il avait été encore une fois désigné par sa collectivité. Donc dans la loi, l'article 18, il vient véritablement faire la différence lorsque l'élu agit en son nom personnel
et lorsqu'il agit dûment mandaté par son conseil municipal pour siéger dans cet organisme extérieur. C'est pour moi une avancée vraiment fondamentale. Alors on me dit que dans tous les territoires, ça n'a pas la même portée. En tout cas, je peux vous assurer que chez nous en Bretagne et dans mon département en Finistère, c'était vraiment devenu un gros irritant. D'ailleurs, nous avons travaillé aussi avec Christian Vigourou, qui est un conseiller d'État, qui avait été chargé par le gouvernement de remettre un rapport pour justement faire en sorte de sécuriser la vie publique, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup de remontées sur ce risque pénal des élus. Eh bien, dans son rapport, d'ailleurs, il fait directement le lien entre les élus qui veulent abandonner, qui ne veulent plus être élus, la crise de vocation des élus et le risque pénal, parce que de nombreux maires nous disent « moi, je n'ai pas été élu pour ça, je n'ai pas été élu pour finir en prison, parce que j'ai pris une décision dans le cadre de mon mandat ». Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important et je me félicite de cette question. Moi, très concrètement, j'ai 2 maires, pas de ma circonscription, mais juste à côté de mon département, qui viennent de passer encore 2 heures dans une gendarmerie à répondre à des questions de gendarmes, tout simplement parce qu'ils avaient participé à un vote d'un organisme public. Et une association avait porté plainte considérant que c'était un conflit d'intérêt public. Et donc ça, ce sera plus possible demain parce qu'encore une fois, cette question, elle est réglée à travers la loi, de même que l'article 18 bis qui règle aussi enfin la question du déport. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir ces manèges incessants dans les conseils municipaux. La moitié du conseil municipal parfois devra sortir parce que juste à ce moment-là, la délibération va concerner un établissement public ou un organisme public dans lequel la moitié des élus siègent. Eh bien ça aussi, c'est réglé. Il est considéré désormais dans la loi, lorsqu'elle sera votée, que le simple fait de participer ou d'être présent dans la salle au moment de la délibération ne constitue plus une infraction. Donc voilà, quelque chose de très concret. Et encore une fois, je salue le travail qui a été fait pour clarifier cette notion de conflit d'intérêt public-public. Merci. Merci, monsieur le député. Conflit d'intérêt public-public. On retiendra donc 4 nombres, le 18 et le 18 bis, concernant le texte, et les 8 et 9 décembre concernant les votes. Normalement, on attend la confirmation là, mais c'est ça. Attendons la confirmation. Avant de me tourner du côté de nos sénateurs, peut-être du côté de nos coprésidents, un mot à ajouter. Bertrand Hochecorne, oui, maire de Maroux-Aupré. Juste un petit mot là. Bonjour à mesdames et messieurs les parlementaires. Bonjour à tous, chers collègues. Juste un petit mot. C'est vrai que cette loi était importante et je remercie les parlementaires d'avoir fait avancer le dossier. Comme l'a dit Catherine, tout n'est pas encore fait, il faudra revoir les choses. Mais je voudrais vraiment dire qu'il serait fondamental, une fois que la loi est votée, que d'une part, vous tous, nous tous les élus, on la prenne vraiment en charge. Parce que combien de fois dans un conseil municipal, au moment de voter les indemnités, on n'ose pas trop prendre le maximum. J'oserais dire que, je ne sais pas, le calcul n'a pas été fait, mais le nombre de maires qui prennent le maximum en milieu rural, je crois que ça ne doit pas être énorme. Et il faut oser le faire. Combien de fois auprès de votre employeur, on ose prendre les autorisations d'absence? Très souvent, c'est le cas, on n'ose pas prendre les choses vraiment en face. Et une fois qu'on est maire, il faut assumer pleinement les choses et dire qu'on a un rôle qui est important, qui soit reconnu, et donc le faire comprendre à la fois à son conseil municipal. Et alors, par rapport aux indemnités, c'est vrai qu'il y a aussi le problème des conseillers délégués. Alors, les conseillers délégués, compte tenu de l'augmentation énorme du travail qui est fait, je suis maire depuis 30 ans, plus de 30 ans, donc je sais ce que c'est. J'ai vu 2 augmentations des indemnités, et les 2 fois, ça s'est fait, on a pris un peu moins, parce qu'on a pris des conseillers délégués, c'est nouveau qui est apparu, et c'était important parce que le travail a augmenté. On avait besoin de ces conseillers délégués. C'est-à-dire pourquoi j'avais proposé, moi, une fois, quelque chose qui n'a pas été pris, mais je crois que l'AMRF l'a reprise, hein, c'était de dire que, comme les maires sont 2 rôles, je le rappelle souvent à mes administrés et même aux enfants de l'école que je reçois tous les ans en CM2, hein, le maire a 2 rôles, le rôle d'être exécutif du conseil municipal, et ça il répond à son conseil municipal, il a aussi le rôle de représentant de l'État dans la commune, et là ça serait quand même bien, j'avais donné à l'époque, proposé à Madame Dominique Faure quand elle était ministre, de voir s'il n'y aurait pas une indemnité de 300 €, 500 € qui pourrait être donné directement au maire, payé par l'État. Ça éviterait de dire « Ah ben, je ne vais pas prendre le maximum parce que ça prend sur les finances de la commune, je ne vais pas prendre le maximum parce que j'ai besoin de conseillers délégués ». Ça serait vraiment reconnaître en plus le rôle de représentant de l'État dans nos communes
Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Mais alors donc, encore une fois, il faut vraiment que nous tous, nous prenions vraiment en main ces choses-là et qu'on fasse que cette loi, que je remercie, bon, j'espère qu'elle sera votée, il y a encore une, mais je crois que là c'est quasiment sûr, que cette loi soit prise pleinement par les élus. Merci Monsieur Hochkorn. Du côté du Sénat, peut-être, où en sommes-nous, Bernard Delcros, sur ces questions qu'on a évoquées? On change de chambre. Oui, on change de sens, c'est pas grave. Chers collègues parlementaires, je salue les représentants de l'AMF qui sont exprimés. Mesdames, Messieurs, j'ai envie de dire chers collègues, même si je suis plus maire parce que je peux pas, mais je suis resté très longtemps maire d'un tout petit village dans le département du Cantal, au pied des monts du Cantal, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et même si j'enfonce des portes ouvertes, je veux quand même le redire ici devant vous, le moteur de l'engagement des élus locaux, le moteur de l'engagement des maires, ce n'est pas l'argent. Le moteur de l'engagement des élus locaux et des maires, c'est l'envie d'être utile, utile à sa commune, utile à son territoire, auquel on est souvent très attaché, utile aux habitants. Le sens de l'engagement des élus locaux, c'est le sens de l'intérêt général, du service public. Je le dis souvent, on ne peut pas être élu local ou maire si on n'aime pas les autres. C'est d'abord une mission, tourner vers les autres et au service des autres. C'est une mission, je ne vous l'apprendrai pas, difficile et compliquée, qui se complique d'ailleurs tout le temps, chaque jour un peu plus. Mais au bout du compte, c'est une belle mission qui apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup d'enrichissement sur le plan humain. Et je peux vous dire, moi qui ai occupé différentes fonctions d'élu local, la fonction de maire, ça reste pour moi, même si on a des satisfactions dans notre travail de parlementaire, ça reste la plus belle des fonctions, surtout en plus quand on est dans une petite commune, dans un petit village, c'est-à-dire où on partage finalement le quotidien de tous les habitants, je veux le rappeler. Le statut de l'élu, je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures, s'il y a des questions, évidemment, on y répondra, mais peut-être dire qu'en gros, il s'organise autour de 3 axes. Première idée, faciliter l'exercice de la fonction de maire. Il y a une série de dispositions pour ça, les autorisations d'absence, des crédits d'heures. On en a parlé, c'est très important, un statut d'élu étudiant. Bon, donc, faciliter l'exercice de la fonction de maire. Il y a un deuxième axe qui porte sur la protection des élus, une meilleure protection des élus. Parce que, ça a été dit, les élus sont de plus en plus exposés juridiquement. Et puis, la montée en puissance des incivilités et des violences dans notre société font que les maires sont au premier rang des élus exposés. Et donc, il y a des mesures, tu as parlé du conflit d'intérêts, il y a aussi les questions sur la protection fonctionnelle, je ne rentre pas dans le détail. Donc, il y a quand même des mesures utiles, je pense, concrètes, efficaces pour mieux protéger les élus. Et puis, il y a une question de revalorisation financière. En premier lieu, des indemnités, même si on sait qu'on n'est pas élu pour les indemnités, à un moment, on y consacre du temps, ça coûte de l'argent au bout du compte, et c'est normal qu'il y ait une rémunération. Donc, il y a une augmentation des indemnités à hauteur en gros de 10% pour les plus petites communes. Et j'en profite pour passer un message et enfoncer le clou. Je me tourne vers mon collègue, président de l'Assemblée nationale, président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Tu l'as dit et je veux le redire ici. Augmenter les indemnités dans les plus petites communes, si on n'augmente pas la fameuse DPEL, la dotation particulière élu local, c'est-à-dire la dotation d'État qui vient diminuer un peu, compenser un peu le coût de l'augmentation. C'est une tromperie. Si on n'augmente pas la DPEL en augmentant c'est une tromperie vis-à-vis de ces élus. Donc on va se battre dans le cadre de la loi de finances pour augmenter la DPEL. Alors d'abord, évidemment, pour l'extension de la DPEL à des communes jusqu'à 3500 habitants, mais pas seulement. Il faut qu'on arrive à compenser pour les petites communes l'augmentation, ce n'est pas des milliards, on est en train de parler de quelques dizaines de millions. Il faut que pour les petites communes, l'augmentation de l'indemnité puisse être entièrement compensée par une augmentation de la DPEL. Il faut vraiment, Stéphane, et puis je le dis à tous les collègues, qu'on mène ce combat dans le cadre de la loi de finances, parce que c'est un combat qui sera difficile à gagner, mais ne faisons pas croire aux élus qu'ils pourront augmenter leurs indemnités si au bout du compte, la commune ne peut pas le financer. Donc c'est vraiment un enjeu de transparence vis-à-vis des élus. Et puis, au-delà du statut de l'élu, et là aussi pour avoir été élu, et puis évidemment, comme mes collègues, être en contact avec des élus tous les jours, au-delà du statut de l'élu,
si on veut faciliter la tâche des élus locaux, la première chose, c'est simplifier. C'est arrêter de tout compliquer. L'accumulation des normes, l'accumulation des réglementations qui empoisonnent la vie des élus tous les jours et qui en plus coûtent cher à tout le monde et coûtent cher aux collectivités. Il faut arriver à arrêter l'inflation normative et à simplifier un certain nombre de choses. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat travaille sur ce sujet. Nous avons déjà voté d'ailleurs à l'unanimité au Sénat une proposition de loi allant dans le sens de la simplification, notamment pour donner aux préfets de département un pouvoir de déroger aux normes et aux règles et aux réglementations pour les adapter à la réalité des territoires. Et moi, dans ma vie de maire, bon nombre d'obstacles que j'ai eu en face de moi pour m'empêcher de réaliser des choses, faire des projets, auraient pu être réglés si le préfet avait pu déroger pour adapter. Le préfet de département, je ne parle pas de celui de région, au plus proche, le préfet de département avait pu déroger pour adapter la réglementation au local. On travaille là-dessus. On travaille aussi sur une simplification des marchés publics. Rappelez-vous, quand on a voulu faire Notre-Dame ou les Jeux Olympiques, les grands équipements à Paris et ailleurs, on a trouvé des solutions pour simplifier, aller très vite. Et puis nous, c'est toujours très compliqué et très long. Donc on va faire des propositions aussi là-dessus. Et puis on mène un travail également sur la compensation par l'État des différentes suppressions, exonérations, dégrèvements de fiscalité qui se sont déroulés au fil du temps, qui sont compensés à l'euro près, pas toujours, mais souvent au moment où on prend la mesure, et qui au fil du temps s'effilochent. Et c'est un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros pour les collectivités. On va faire un travail là-dessus pour dire tous les 5 ans, il faut qu'on remette à plat et qu'on réajuste les compensations pour qu'elles soient réelles et que les collectivités n'y partent pas. Il y a beaucoup de sujets sur les finances qu'on va étudier dans le PLF. Je n'y reviens pas parce que ce n'est pas le sujet de cette table ronde. Peut-être revenir sur 2-3 points sur le statut de l'élu. Le premier, pour confirmer, suite à l'intervention tout à l'heure, il y a un petit moment, confirmer que dans le texte de loi qui va être adopté, j'en suis sûr, et ce qui serait idéal, je le dis aux 2 députés, si on veut que ça aille vite, le statut de l'élu, il a été examiné une première fois au Sénat. Il est parti à l'Assemblée avec quelques modifications, ce qui est normal. Il est revenu au Sénat, on a réajusté des choses. Si l'Assemblée, début décembre, le vote conforme au dernier vote du Sénat, on aura examiné déjà 3 fois, c'est la 4e. Si le vote conforme, ça s'applique immédiatement. Donc ça serait vraiment bien si l'Assemblée nationale pouvait, on est d'accord sur tout, c'est des petits trucs à la marge. S'il vote conforme, c'est fini. S'il ne vote pas conforme, ça continuera un petit peu à travers une CMP. Et dire donc que la question de la personne qui est en congé maladie, là, mettons 15 jours de congé maladie, et puis il y a des problèmes à régler dans sa commune, on est maire de la commune. Bon, elle va à la mairie pour régler le problème. Avec le texte que l'on prévoit, c'est possible, elle ne perdra pas ses indemnités journalières. Cet élu, il ne sera pas embêté, il aura le droit de régler les affaires communales, même en congé maladie, sauf s'il y avait une opposition forte du médecin. Mais en l'absence d'une opposition du médecin, ça sera le droit commun, ça sera ça. Et puis il y a une chose à laquelle je tiens, Stéphane. Je vais citer le cas de mon département parce que ça va vous parler. C'est beaucoup de communes rurales dans le Cantal. Dans mon département, j'ai une jeune dame qui est secrétaire de mairie dans 2 communes de moins de 200 habitants. Elle fait un mi-temps dans une commune, un mi-temps dans l'autre. Elle a été élue maire d'une petite commune de 60 habitants. Et on explique à cette dame qu'elle ne pourra pas siéger au conseil communautaire parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Mais il faut vraiment avoir de l'idée pour imaginer que dans cette situation, elle est maire d'une commune de 60 habitants, elle est secrétaire de mairie dans 2 communes de moins de 200 habitants, mais où serait le conflit d'intérêts? Donc, au Sénat, on a permis de pouvoir siéger au conseil communautaire. Je souhaite vraiment que cette mesure soit conservée parce que c'est tout simplement du bon sens. Il n'y a pas de conflit d'intérêts dans cette situation. En tous les cas, c'est une chose à laquelle je tiens. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que j'ai déjà été trop long. En tous les cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec les collègues et avec vous tous sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et vous savez bien que les parlementaires seront toujours à l'écoute et puis surtout en soutien aux élus locaux et aux maires de France. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Delcros. Côté Sénat, toujours, Monsieur le Sénateur Éric Kerrouche. Alors revenons sur le statut de l'élu en tant que tel. Quelles sont les avancées que vous souhaitez partager côté sénatorial?
Bien, mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre présence. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer d'être un peu bref pour que nous puissions discuter ensemble. Un statut, c'est quoi? C'est un statut de l'élu, c'est avant, pendant et après. Il s'avère que le statut de l'élu en France, c'est pas si vieux que ça. La première fois qu'on a créé, ou en tout cas qu'il y a eu des mesures sur le statut de l'élu, c'est la fameuse loi administration territoriale de la République de 1992. Et un petit peu à la fois, il y a des mesures qui se sont accumulées. Dans aucun pays en Europe, il y a de statut de l'élu. Il y a des mesures qui sont prises, mais on traite difficilement des 3 moments de l'entrée, de l'exercice et de la sortie du mandat. Alors, pour aller relativement vite, s'agissant de l'entrée dans le mandat, on est à la veille des municipales et ça a été dit, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait le plus d'engagement possible, le plus de possibilités d'engagement. Et donc, il faut que ce qui pouvait freiner l'engagement de certains de nos concitoyens soit remis en cause. C'est un peu ce qui arrive dans ce texte. Alors, je vais essayer de répondre à des questions qui ont été posées tout à l'heure. D'abord, s'agissant de l'indemnité, elle a été par défaut fixée au maximum pour l'ensemble des maires, parce qu'on sait très bien ce qui se passe à la première séance du conseil municipal, juste après les élections, et qu'on veut s'éviter une discussion qui n'est pas forcément utile et qui ne grandit pas, on va le dire, la démocratie en général, quel que soit le bord. Le deuxième point, c'est que effectivement, il y a des fonctions qui sont exercées par les maires pour l'État. On a estimé à la délégation aux collectivités territoriales du Sénat que ça représentait à peu près un peu plus de 10% de l'emploi du temps des maires. Et donc, parce qu'on ne pouvait pas l'intégrer dans le statut, il y a une demande de rapport spécifique sur ce domaine pour faire en sorte que plus tard, il puisse y avoir une compensation directe de ce qui est fait par les maires pour l'État qui ne leur est pas directement compensé. Sur la DPEL, effectivement, Bernard Delcros l'a dit, s'il n'y a pas d'augmentation de la DPEL, alors cette loi qu'on aura votée n'aura pas le même effet, parce qu'il faut plus de compensation. Et je peux donc vous dire que, à titre personnel et au titre de mon groupe, mais il va être pris, j'ai déposé hier un amendement pour l'augmentation de la DPEL, et nous allons nous battre collectivement au Sénat pour que cette augmentation ait réellement lieu. C'est la condition pour que nous soyons crédibles et je pense qu'on va se battre collectivement pour le faire. Sur les facilités, je vais en citer quelques-unes pour laisser de la place à ma collègue. Simplement vous dire que aussi, il y a toujours des difficultés quand on ne prend pas l'ensemble de ces élus, de ces adjoints. Il y avait un problème d'enveloppe budgétaire. Désormais, l'enveloppe est fixée au maximum de telle façon à ce que ce soit les maires qui décident de la répartition entre adjoints et délégués, que ça soit plus simple parce que toutes les communes peuvent avoir une organisation différente. Ce qui est important aussi, c'est que les fonctions d'élus, vous le savez, enfin, ce n'est pas à vous que je vais le dire, sont de plus en plus chronophages. Donc, il faut un accompagnement professionnel et un accompagnement dans la vie personnelle. Nous avons mis en place certaines mesures, la visioconférence pour élargie pour des commissions, la prise en charge avec une participation de l'État des frais de déplacement, plus de possibilités aussi pour les autorisations d'absence et pour les crédits d'heures, pour que là encore, il n'y ait pas de gêne quand on cumule un emploi et une fonction d'élu. On ne va pas vous dire que, et ce n'est pas le cas d'ailleurs, que ce texte est une révolution. Néanmoins, il est la condition minimale de l'existence d'un statut de l'élu. Et c'est par la discussion que nous avons eue ensemble avec l'ensemble des associations d'élus et singulièrement avec l'AMF, que je remercie pour son travail, que nous avons pu bâtir ce texte. Vous ne verrez pas de révolution dans ce texte, des améliorations, par exemple des indemnités, mais ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, et je crois que c'était le but, nous avons fait en sorte qu'il constitue une amélioration au quotidien. Et c'est ça
qui nous semblait important, améliorer le quotidien de tous les élus français, parce que sans cette amélioration du quotidien, ça remet en cause le vivier démocratique et je pense que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les municipales se passent au mieux, qu'il y ait le même engagement et que tous ensemble, nous puissions faire vivre la démocratie locale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kerrouche. Merci encore. Donc on retient pas de révolution, mais l'amélioration du quotidien. Toujours du côté du Sénat, Nadine Bellureau, soyez la bienvenue. Merci. Quels sont, de votre point de vue, les apports de ces textes? Bon, alors, ils ont été déjà dit, les apports, donc je ne voudrais pas me répéter. Donc, je vais me présenter, Nadine Bellureau, sénatrice de l'Indre, ancien maire d'une commune de 2000 habitants, Reuilly, où on fait du très bon vin, je dis ça en passant, et toujours conseillère départementale. Voilà. Donc, beaucoup de choses ont été dites et bien dites par mes collègues et par Madame la Ministre et également par les associations. Et je veux saluer aussi le travail que l'on fait avec eux et la bonne entente qu'il peut y avoir avec les représentants des associations et notamment l'Association des maires de France. Alors, moi, je voulais juste vous redire, parce que ce texte, en fait, est un travail collectif. Le président de la délégation du Sénat, et je suis membre de la délégation, il y a plus de 2 ans de ça, on avait décidé de co-rapporter les uns les autres sur différentes parcelles du texte, statut de l'élu, c'est-à-dire avant, pendant et après. Et donc, j'avais à cette époque co-rapporté, alors je crois qu'il est ici, Pascal Martin. Ah, ben il est là, Pascal. On avait co-rapporté avec mon collègue sénateur la partie faciliter l'exercice du mandat. Et on avait donc fait des propositions, beaucoup de propositions. Et ces propositions ont ensuite été retravaillées et il y a eu une proposition de loi qui a été remarquablement rapportée par mes collègues de l'Assemblée et du Sénat. Voilà, en fait, si vous voulez. Donc, il y a eu un long travail de réflexion, d'audition, pour pouvoir arriver et se rapprocher au plus près des demandes que vous avez, que nos élus nous demandent toujours, quotidiennement, pratiquement, enfin en tout cas toutes les semaines, nous avons des demandes, des questions très pratico-pratiques, parce qu'en fait, un élu, c'est du terrain et c'est du pratique, c'est au quotidien. Ce sont des questions en permanence. Et comme l'État, et c'est vrai qu'il y a une législation de plus en plus importante et des normes de plus en plus nombreuses, évidemment, nos élus sont aussi confrontés à cette difficulté. Ils sont confrontés à la violence, ils sont confrontés à ces normes de plus en plus pesantes. Ils sont aussi confrontés à un environnement et une exigence des citoyens. Et donc l'idée, comme ça a été dit, c'était vraiment d'aider à faciliter le mandat et l'engagement. Parce qu'on est à la veille d'élections municipales, nous le savons tous, hein, c'est difficile de s'engager. On voit bien dans nos assos. Dans nos assos, il y en a de moins en moins. C'est vieillissant, les gens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de donner, ils n'ont pas envie de partager. Et le mandat d'élu, c'est pareil. Je veux dire, ils entendent les informations, ils ont entendu aussi les drames qu'il y a, la violence à l'égard. Et puis personne n'est jamais content. Et c'est toujours la faute du maire. Donc il faut aussi, dans cette perspective d'adoption du texte, qu'on espère rapide, il puisse y avoir une protection. Ce n'est pas les mettre au-dessus de la loi, c'est de les protéger, de les aider à exercer ce mandat. C'est le plus beau mandat du monde. Il faut en être fier. Il faut être fier d'être élu. Parfois, et c'est pour ça que les employeurs aussi, on a fait un label pour les employeurs. Il faut aussi que ça soit pris en considération dans un CV. C'est merveilleux d'être élu. C'est pas facile, mais c'est beau. Voilà, parce qu'on réalise, parce qu'on travaille, parce qu'on échange, parce qu'on construit sa commune ou sa ville. Et ça, c'est quelque chose. Ça, au bout du bout, c'est quelque chose. C'est de l'humanité. Et il faut vous aider à réaliser. L'engagement, évidemment, est important, mais à réaliser votre mandat. Voilà. Et ça, c'est possible, et ça a été dit d'ailleurs par mes collègues, et très bien dit. C'est que le statut de l'élu doit être adopté et il faut que vous vous en empariez. Il faut que vous alliez voir vos éventuels candidats ou potentiels sur les listes et leur dire, voilà, maintenant il y a des choses qui ont changé, tu peux venir, tu pourras aller bosser, tu pourras avoir des enfants, tu pourras être aidé. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce statut qui sera perfectible. On apprend à marcher en marchant. Il y aura sûrement des améliorations. Mais il faut tous vous en emparer pour vous aider à faire en sorte que vous ayez avec vous des gens qui s'engagent. Et ce n'est pas suffisant. Et ça a été dit. Il faut d'autres. C'est un environnement d'être élu. Vous êtes emmerdé par les normes. Voilà, ben oui, c'est ça. Donc il faut simplifier. Alors il va y avoir un texte sur la décentralisation. On verra ce qu'il a dedans.
de simplifier. C'est vrai que la délégation y travaille. Les dérogations, alors moi je suis rapporteur du texte et je l'ai porté sur la dérogation. Il faut donner au préfet dans le département la possibilité de déroger aux pouvoirs réglementaires et aux lois. C'est-à-dire que maintenant, il faut que nos lois soient adaptées à nos territoires. Alors, on ne va pas tout réécrire dans les codes, mais à ce moment-là, donnons au préfet le moyen de déroger et de dire là, oui, toi, tu veux construire, il te manque 1 mètre carré, ah, c'est ballot, tu ne peux pas. Eh bien, si, je peux. Le préfet dit oui, tu peux construire. Voilà. Donc, il nous faut aussi accompagner ce statut avec tout l'environnement, parce que ça ne sera pas suffisant. De la dérogation, de la décentralisation, des moyens, ça a été dit. Il faut aussi, parce que c'est le nœud de la guerre, un peu plus d'argent dans des conditions évidemment aujourd'hui difficiles avec 3 500 milliards de dettes, mais ça a un coût. Et ça m'était rappelé d'ailleurs très judicieusement par les collaborateurs derrière nous, parce qu'ils sont là sérieux, mais voilà, qui nous accompagnent, c'est qu'il m'était rappelé que le modèle allemand, par exemple, ce sont des fonctionnaires. Eh bien, ça coûte combien ? 3,4 milliards. 3,4 milliards. Eh bien, moi, je pense qu'avoir des élus engagés qui ne coûtent pas si cher que ça, parce qu'ils ne comptent pas leur temps, hein, parce que c'est du temps, c'est 24-24. Alors, avoir des élus engagés, eh bien, ce n'est pas si coûteux que ça. Il faut faire cet effort financier, il faut faire cet effort de statut, il faut leur simplifier aussi la vie. Arrêtons d'avoir trop de contraintes. Ça, c'est encore des textes à venir. Et ensuite, vous pourrez, vous, continuer votre mandat si vous avez envie de le continuer. Et surtout, donner l'envie aux autres. Et je dis toujours, mais ça, je sais que j'ai des maires dans la salle qui sont ici, de mon département, je dis toujours qu'en France, on a une chance formidable, c'est ces hommes et ces femmes. Et les élus sont les sentinelles de la République. Le jour où ces élus ne seront plus là, je ne sais pas ce que sera la France. Voilà. Et donc, vous êtes les sentinelles de la République. Et grâce à vous, la République tient et peut encore défendre ses valeurs républicaines. Donc, je vous souhaite de vous engager, continuer, faites connaître le statut dès qu'il est voté par l'Assemblée nationale. Et puis, à ceux qui se présentent, eh bien, bonne chance pour 26. Merci Madame Bellureau, merci Madame la sénatrice. Alors effectivement, on nous confirme un vote à l'Assemblée 8 et 9 décembre. Donc c'est une question de jour maintenant. Il est un sujet que l'on n'a pas eu l'occasion d'aborder encore réellement, c'est celui des retraites. Et je voulais profiter de l'occasion pour faire intervenir Richard Bordignon, qui est directeur du groupement d'intérêt public Union Retraite. Alors, il y a notamment un nouveau dispositif qui permet de savoir où on en est par rapport à ses droits quand on est élu local. Monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les parlementaires, je serai très rapide. C'est quasiment un teasing pour présenter effectivement une avancée. Depuis juillet dernier, le simulateur retraite permet de voir les points acquis via les indemnités élues pendant un mandat et le montant auquel ça donne droit pendant la retraite. Le groupement... Je ne suis pas sûr d'arriver à faire avancer. Voilà. Bon. Le groupement, c'est le syndic de copropriété des régimes de retraite. C'est un groupement qui existe depuis 20 ans, qui rassemble tous les régimes de retraite, bases et complémentaires, et notamment l'IRCANTEC, qui collecte les points liés aux cotisations sur les indemnités de mandat et qui donne droit donc à une rente quand il y a liquidation de ces droits. Et derrière ce groupement, il y a le site info-retraite.fr que probablement, à titre personnel, un certain nombre d'entre vous ont déjà pratiqué. On a une offre de services qui couvre les différentes étapes de la vie. Pendant la vie active, il s'agit de vérifier l'acquisition de droits, des trimestres ou des points. Au moment du départ à la retraite ou de la liquidation de ces droits, il y a des démarches en ligne pour demander sa retraite. Et pendant la vie de retraité, il y a des fonctionnalités, des services qui sont offerts pour demander une reversion, etc. Donc aussi en tant qu'élu, vous savez que c'est un site ressource pour vos administrés. J'en viens tout de suite à la nouvelle fonctionnalité qui est présente sur le simulateur depuis juillet dernier. Quand vous allez sur le site info-retraite.fr et que vous lancez l'estimation retraite, mon estimation retraite, c'est le simulateur, vous arrivez sur la page ici, où vous avez une estimation rapide, c'est-à-dire tout est fait, il n'y a pas de personnalisation,
et une estimation personnalisée. Par exemple, si vous voulez simuler un nouveau mandat, vous vous dites de mars 2026 à mars 2032, je veux refaire un mandat, qu'est-ce que ça va changer sur ma situation à la retraite? Nous n'allons pas aller sur la simulation personnalisée, nous allons aller tout de suite sur la simulation rapide. Et en fait, vous voyez, à différents âges, dont la deuxième ligne, c'est écrit petit, c'est l'âge de fin de mandat. C'est-à-dire que dès lors que vous avez le droit de partir en retraite, le simulateur intègre qu'il y a une date à laquelle le mandat s'arrête. Et à cet âge-là, à l'âge que vous aurez le jour de la fin du mandat, vous voyez l'intégralité de votre droit. Hop, j'ai été trop vite. Pardon, c'est passé trop vite. Voilà. Vous pouvez avoir 2 éclairages sur ça, sur les différents montants. Vous allez comprendre mes droits et vous voyez le détail des points. Donc en tant qu'élu local, le cas type que nous avons pris, il a eu beaucoup de points, 39 309 points. En tant qu'élu communal, 13 000, élu intercommunal, élu régional, CNFPT, etc. Donc il y a le détail des points par mandat. Et c'est la dernière planche. Voilà, vous comprenez le montant. Pour comprendre le montant, vous voyez que le montant proprement dit, derrière la retraite, il y a toute la vie professionnelle. Derrière le montant de cet élu-là, il avait 728,88 € au titre de son mandat d'élu communal, qui correspond à une valeur de points, une surcote dans ce cas-là, parce qu'il avait dépassé son nombre de trimestres par sa vie professionnelle, etc. Voilà. Cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible, je vous l'ai dit, depuis juillet dernier. Et l'équipe de l'Union Retraite est présente pendant ces 3 jours sur le côté salon, sur le stand de l'IRCANTEC, où il y a aussi des élus, des conseillers de l'IRCANTEC, qui peuvent accompagner chacun et chacune d'entre vous qui se poseraient des questions sur cette question importante de la retraite. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur Bordignon. Merci pour le respect du temps imparti, précisément 12h57. Quelques mots de conclusion, Madame l'héritier. Merci. Peut-être dire que, bien évidemment, l'AMF souhaite que le texte soit voté très rapidement. Donc j'ai entendu la recette pour qu'il soit voté rapidement. Voilà. Tout simplement parce qu'il constitue une avancée. Alors, on le sait bien, tout n'est pas parfait, tout n'a pas pu être traité, mais ça fait un peu, si je peux m'exprimer trivialement, le pied dans la porte pour qu'on continue à faire progresser les conditions d'exercice des mandats. Et ça, je trouve que c'est important. Alors, bien évidemment, pour nous, le combat va continuer, c'est-à-dire qu'on va continuer à soutenir des évolutions ultérieures. Alors, mais ce que je voulais dire quand même aussi au travers de ce forum, c'est qu'il faut souligner que, quoi qu'il en soit, les maires continuent à être engagés. J'en veux pour preuve la récente étude Civipof AMF là, qui vient d'être publiée, qui nous enseigne que 60% des maires ont l'intention de reconduire leur mandat, qui nous dit aussi que principalement ce qui anime les maires, c'est le projet et l'intérêt général. Donc je reviens sur ce qui a été dit par notre sénateur tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas les indemnités, ce n'est pas le statut qui nous amène à nous engager, c'est véritablement l'intérêt général et la chose publique qui nous habitent. Et peut-être aussi souligner cet élément. On avait un chercheur de l'Université de Montpellier qui était venu intervenir devant un séminaire à l'AMF et qui avait fait une enquête auprès des maires et qui avait fait un petit peu un nuage de mots sur ce qui, ce qui faisait avancer les maires, ce qui était leur engagement principal, c'est le projet, justement. Et puis, ce qui était un petit peu leur souci majeur, c'était le budget. Mais ça, on s'en doute un peu. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est ce qui fait avancer les élus. C'est le projet qu'ils peuvent conduire pour leur collectivité. Alors, le corollaire, bien sûr, c'est au-delà du statut de l'élu, c'est d'avoir une forte simplification de l'ensemble des procédures auxquelles nous sommes soumis. Je crois que ça, c'est fondamental pour permettre aux élus de ne pas baisser les bras de temps en temps. Et puis aussi, plus de liberté. Désolée de le dire devant les législateurs, mais les lois sont souvent beaucoup trop bavardes. Et ce que nous réclamons aussi, c'est qu'on nous fasse confiance,
de la liberté dans l'application des textes, c'est-à-dire qu'on ait des textes cadres, mais qu'ils puissent s'adapter aux réalités locales. On l'a vu dans le forum précédent sur l'aménagement du territoire, et c'est véritablement ce que nous réclamons, ça, véritablement plus de liberté. Merci à vous. Merci Madame l'héritier. Simplification, amélioration, faire confiance. Écoutez, je pense qu'on a évoqué pas mal d'aspects. Il est 13h01 pour un forum qui devait s'arrêter à 13h. Madame l'héritier, Monsieur Hochelaga, merci beaucoup pour cette coprésidence. Du côté des parlementaires, Monsieur Stéphane Delautrette, Didier Legac, Bernard Delcros et Éric Kerrouche, Nadine Bellureau, un grand merci. On compte sur vous pour le vote, par conséquent. Merci également à Monsieur Bordignon. Merci à toutes et à tous.